Et ça commence tout de suite en compagnie de Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, cette question 2021 sera-t-elle l'année, pas du dragon, mais du bœuf de métal? C'est ça. J'ai essayé de trouver quelque chose autour du bœuf de métal. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas trouvé. Donc je vais chercher d'autres arguments pour vous convaincre de peut-être investir sur la Chine. Bon, on va reparler de la Chine, mais auparavant, peut-être un peu plus sur l'actualité récente, cette arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis qui a fait réagir plutôt favorablement les investisseurs. Oui, tout à fait, parce que juste derrière, on a eu également les dernières élections, derniers sièges au Sénat. Ils ont enfin la majorité, en fait. Donc Biden a complètement les rênes du pouvoir pour faire passer son plan de relance. On parlait de 1900 milliards de dollars qui s'ajoutent aux milliards lancés déjà par Trump en 2020. Ouais, et donc ça, c'est très favorable pour les marchés. Ce qu'on peut aussi signaler quand même, c'est que si on fait le bilan, pourquoi les marchés sont en hausse depuis le début de l'année, c'est parce qu'il y a quand même eu des nouvelles favorables. Et pour ça, là encore, en fait, il faut sortir un peu de l'Europe parce que les nouvelles favorables sont en dehors de la zone Europe, de l'Union européenne. Aux États-Unis, en fait, la croissance est moins pire que ce qu'on pensait. On s'attendait à ce qu'elle chute de 5% sur l'ensemble de l'année. Elle serait plutôt en retrait de -3, -3,5%. Et puis, et surtout, et ça fait de la transition avec notre sujet du jour, la Chine progresse. La croissance de la Chine est de 2,3% pour l'année 2020. Alors j'avais une autre transition en tête, c'était le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il va perdurer? Et on voit qu'il y a quand même une volonté, pas d'en découdre, mais il y a quand même des petites tensions entre les deux grandes puissances. Oui, mais là, je crois qu'on a déjà un train de retard. Il s'est passé quelque chose de très important quand Trump était encore au pouvoir, en novembre. En novembre dernier, il y a eu un accord historique signé par une trentaine de pays asiatiques. Les États-Unis étaient censés intégrer cet accord. Trump a décidé qu'il en serait autrement. Donc les États-Unis sont sortis de cet accord, des discussions. Donc c'est un accord historique qui porte sur près de 30% du PIB mondial. C'est le plus gros accord commercial qui ait jamais été signé dans ce bas monde. Et ça se fait avec la Chine et sans les États-Unis. Les États-Unis, pour l'instant, sont complètement absents de cette zone. Et ça se fait, je précise quand même, avec des pays qui sont habituellement proches des États-Unis. Avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, avec le Japon, tous ces pays rentrent dans le giron de la Chine. Oui, un nouveau centre de gravité qui est en train d'émerger. Alors, juste une petite parenthèse sur l'Europe, parce que pendant longtemps, vous nous recommandiez de nous accrocher aux actions européennes, et à raison, elles avaient bien profité. Là, c'est un changement d'équilibre de son portefeuille, de répartition, d'allocation d'actifs. Il faut diminuer plutôt la part européenne pour aller vers d'autres horizons. C'est un peu ça le message? Effectivement, je pense que si on raisonne sur les différentes zones, États-Unis, Europe, Asie, Chine, en fait, on se rend compte qu'en ce moment, le timing est meilleur pour la Chine et dans une moindre mesure pour les États-Unis. Il ne faut pas oublier les États-Unis. C'est l'Europe, la grande perdante de ce qui se passe actuellement, de la crise. On voit qu'on met plus de temps à redémarrer. Alors, pourquoi la Chine? Quels sont les arguments qui militent en faveur d'un investissement en Chine et comment est-ce qu'on y va surtout parce que... Oui, alors il y a beaucoup d'arguments qui militent pour aller en Chine en termes d'investissement. Il y en a aussi qui nous freinent un petit peu. On va également en parler si vous le voulez bien. Alors les arguments, c'est déjà qu'on constate très souvent que la Chine est souvent absente dans les portefeuilles des clients ou qu'elle représente une faible part. Or aujourd'hui, il faut savoir que la Chine représente 16% du PIB mondial. C'est devenu un acteur majeur de l'économie mondiale. D'ailleurs, symboliquement, la Chine a dépassé la zone euro en 2020. Elle reste encore derrière l'Union européenne, même l'Union européenne post-Brexit, sans le Royaume-Uni. Ça se fera peut-être en 2022, pas cette année, probablement pas, mais on sait que la Chine passera devant l'Union européenne, restera derrière les États-Unis encore quelques temps et dépassera les États-Unis. Donc le poids de la Chine économique est absolument énorme. Mais vous allez me dire, c'est un de regarder dans le rétroviseur, regardons dans le passé, dans le futur. Ouais, enfin, je vais vous dire d'autres choses, mais continuez à dérouler vos arguments. Alors, j'aime bien faire des questions et les réponses, c'est un peu plus facile. Alors, si on regarde devant nous la croissance future de la Chine. Alors, à très long terme, la Chine se donne comme objectif de doubler son PIB d'ici 2035. Est-ce crédible?
La réponse est oui. Les experts nous disent que c'est tout à fait crédible. Le PIB par habitant n'est que de 10 000 $. C'est très faible encore aujourd'hui. Donc ils ont de la marge pour progresser. La France est à 40 000 $ par habitant, les États-Unis sont à 60 000 $. Donc vous voyez qu'il y a une marge de progression encore importante. Et puis enfin, à très court terme, l'année 2021 devrait être encore plus favorable à la Chine qu'à l'Union européenne ou aux États-Unis. On s'attend à une croissance de 8% et ça pourrait même être au-delà. On pourrait être agréablement surpris, aller peut-être jusqu'à 10% de croissance sur la Chine à court terme. Bon, ça j'achète votre analyse en se disant que forcément c'est un des relais de croissance de l'économie mondiale très important. La question c'est quand on est un investisseur européen, et comment est-ce qu'on fait pour y aller? Parce que c'est quand même assez loin. Autant investir dans des actions comme General Electric ou IBM ou Amazon aux États-Unis, on arrive à peu près à suivre. Mais là, les grandes valeurs chinoises, quelles sont-elles? C'est vrai que c'est compliqué pour un investisseur européen, un investisseur français. C'est pour ça que nous, ce qu'on préconise, c'est de le jouer au travers des fonds communs de placement, et de mettre ça dans les mains d'un professionnel, un gérant qui souvent est basé en Chine ou en Asie, qui a une meilleure connaissance des dossiers, qui rencontre les entreprises, ce que nous, on ne peut pas faire. Investir dans Amazon par exemple, je ne suis pas sûr que tous nos clients rencontrent les dirigeants d'Amazon. Très souvent, les gérants de fonds rencontrent les dirigeants des boîtes dans lesquelles ils investissent. Donc ça, c'est quand même une garantie, ça offre plus de visibilité que de le faire seul. Bon, ça c'est une première question. Il y a une autre question qui a été d'ailleurs posée également par un internaute qui a la gentillesse de nous envoyer son commentaire. Faut-il craindre des réactions des gouvernements, enfin du gouvernement chinois, pouvant freiner la progression du cours d'Alibaba ou de Tencent? C'est une question d'Axel. C'est déjà le cas d'ailleurs. L'immixtion, et c'est aussi un facteur d'inquiétude du gouvernement chinois dans la vie des entreprises. Alibaba a perdu 10%. Complètement. Donc ça fait partie des risques. Je vous disais, il y a des risques à aller dans certains pays. En Chine, ça fait partie des risques. Mais ce risque n'est pas propre à la Chine. Il y a un risque sur les GAFAM aux États-Unis. Il y a un débat sur les GAFAM aux États-Unis. Est-ce qu'il ne faut pas restreindre le pouvoir des GAFAM, on va le dire comme ça, dans le monde? Et même aux États-Unis, il y a des démocrates qui le disent. Donc ce risque-là, il existe, et peut-être même plus fort aux États-Unis, parce que les GAFAM, c'est presque un quart de la capitalisation du Nasdaq. Ce n'est pas le cas des boîtes chinoises. C'est beaucoup plus diffus. Donc je pense qu'on est moins sensible à cette concentration qui est vraiment propre aux États-Unis. Maintenant, ce risque existe. C'est pour ça que je vous parlais de fonds. Il vaut mieux jouer les valeurs au travers d'un fonds qui va être beaucoup plus diversifié. Il va investir au maximum 4-5% sur une seule valeur, et donc vous serez moins dépendant du risque d'une valeur. Alors, autre question posée par Didier qui fait écho à ce que vous soulignez, cet accord asiatique. Cet optimisme concerne la Chine, ou bien est-elle transposable à toute la zone Pacifique avec ce nouveau marché commun? Je crois qu'il est transposable. La Chine est évidemment le moteur de la croissance asiatique, c'est la locomotive. Maintenant, c'est toute l'Asie qui en profite. Est-ce que vous savez, Thomas, que l'Asie, c'est dorénavant 50% du PIB mondial? C'est la moitié du PIB mondial se fait en Asie. Ça rejoint le niveau de la population finalement. Oui, on n'y est pas encore. Il y a à peu près 50% de population tout à fait, dans ces régions. Ça peut aller encore plus loin, parce qu'on voit que le PIB par habitant en Chine, en Inde, il est encore très faible comparé aux pays riches. Donc il y a encore du chemin en Asie. Mais déjà aujourd'hui, c'est 50% du PIB, et c'est une grosse partie de la croissance. Si vous prenez la croissance mondiale, elle se fait en Asie. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, la personne qui nous écoute, qui nous regarde, a raison de poser cette question. Maintenant, attention, l'Asie est assez hétérogène. On ne peut pas aller dans tous les pays. Et là encore, je préconise d'y aller au travers des fonds. Il y a des fonds qui gèrent ça très bien, les fonds Emerging Market, et notamment les fonds Emerging Market qui vont sur l'Asie, qui sont concentrés sur l'Asie, qui vont sélectionner les pays où il y a le plus de croissance. D'ailleurs, vous nous avez apporté un tableau aussi qui montre ça. Tout à fait. Donc, on va le voir rapidement. Alors, ce tableau... Alors voilà, d'abord je précise, ce n'est pas une analyse complète de l'ensemble des fonds qui jouent la Chine ou l'Asie. Ce n'est pas les 2 ou les 4 meilleurs fonds du secteur. Ça n'a pas cette vocation-là. C'est pour donner 2 exemples de fonds qui investissent sur la Chine et 2 exemples de fonds qui investissent en Asie. Donc vous avez un fonds BNP qui investit sur les actions chinoises. Vous voyez, les performances sont hallucinantes, 46% sur un an. Ça couvre la période du Covid.
malgré le Covid, ils sont largement positifs. Ils sont bien sortis. Tout à fait. JP Morgan Greater China, 66% sur un an, 95% sur 3 ans. Mais ce que je voudrais aussi dire, ce tableau montre, on voit sur la dernière colonne, la volatilité, c'est un indice de risque. Et la volatilité est beaucoup plus élevée sur les actions chinoises, sur les actions émergentes d'Asie, que sur le reste qu'aux États-Unis ou en Europe. Donc si on y va, je pense qu'on peut gagner plus dans la durée, mais il faut accepter les montagnes russes. Bon, c'est le corollaire de la performance. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci.